Est-ce bientôt le retour d'un service militaire obligatoire en France? C'est un sujet extrêmement controversé qui fait, vous l'imaginez, énormément débat. Et c'est en tout cas l'une des pistes qui est évoquée par le Haut Commissariat au Plan dans une note qui a été demandée par Emmanuel Macron et qui présente différents scénarios d'évolution du fameux service national universel, le SNU, dont on va parler aujourd'hui. Mais alors, quels sont ces scénarios? Qu'est-ce qui fait débat? Vous allez le voir, l'option du service militaire, elle n'est pas privilégiée aujourd'hui, mais d'autres options sont sur la table. On va donc voir ensemble aujourd'hui le plus factuellement possible ce qui est proposé et ce qui fait débat pour que vous puissiez vous faire un avis sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, que ce soit sur YouTube et en podcast audio. Alors déjà, remettons un petit peu de contexte. Au mois de mars, dans un échange avec plusieurs médias de presse régionale, Emmanuel Macron avait annoncé, je cite, une grande refonte du service national universel. Alors on va revenir plus en détail sur ce SNU dans un instant, mais en gros, le SNU, c'est un séjour de cohésion encadré notamment par des anciens militaires et qui est proposé aujourd'hui à tous les jeunes Français volontaires de 15 ans à 17 ans. C'est donc pas du tout, en tout cas aujourd'hui, quelque chose d'obligatoire. Et donc ce lundi, le Haut Commissariat au Plan a présenté plusieurs scénarios pour tenter de modifier le SNU. Le Haut Commissariat au Plan, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui a été relancé en 2020 qui est chargé de réfléchir aux enjeux de long terme pour la France. Il est donc censé proposer des pistes au pouvoir public, même s'il n'a pas de rôle décisionnel. Alors que propose-t-il? Qu'est-ce qui nous attend? Et pourquoi est-ce que tout ça fait beaucoup réagir? Pour rappel, on avait déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises, le camp présidentiel avait entamé ses réflexions dans un objectif affiché de recréer un sentiment de cohésion nationale, donc d'unité, on va dire, au sein de la population. Mais le gouvernement met aussi parfois en avant la question du contexte géopolitique actuel. Tout cela semble donc avoir poussé Emmanuel Macron à accélérer les réflexions sur le sujet. Et on va donc commencer avec la potentielle évolution du service national universel, qui a donc été créé en 2019 par Emmanuel Macron. C'est donc un dispositif gratuit aujourd'hui pour les 15-17 ans, qui est donc basé sur le volontariat et qui se divise en 3 phases. La première étape, c'est un séjour de 12 jours qui est encadré notamment par des anciens militaires, pendant lequel de jeunes Français portent un uniforme, chantent la Marseillaise et font des activités sportives, culturelles et intellectuelles. La deuxième étape, c'est la réalisation d'une mission d'intérêt général de 84 heures. Ça peut être par exemple dans une association, au sein de l'armée aussi, ou dans d'autres cadres. Et la troisième étape, qui est facultative en l'occurrence, c'est la possibilité de volontariat en s'engageant par exemple dans une mission de service civique ou en faisant du bénévolat. On a déjà évoqué la question de l'objectif, en tout cas tel qu'il avait été affiché par Emmanuel Macron, sauf que depuis son instauration, le SNU n'a pas vraiment fonctionné. Déjà, il attire très peu de monde, il y a seulement 40 000 personnes qui ont participé en 2024 à ces séjours de cohésion, donc c'est très loin de l'objectif cible et très loin évidemment d'une majorité des jeunes. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que le SNU fait pas mal débat. Certaines personnes critiquent notamment son côté militariste et le coût de sa mise en œuvre, des moyens et un budget qui pourraient être dépensés dans d'autres programmes. On avait évoqué d'ailleurs à l'époque notamment les syndicats d'enseignants qui estimaient que cet argent serait beaucoup plus nécessaire et important s'il était remis dans l'éducation pour plus de moyens. Sachant qu'au niveau du coût, on est entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an, mais ça c'est sans compter tous les autres moyens nécessaires pour sa mise en place. Enfin, on peut noter que certaines scènes d'humiliation de jeunes par des encadrants avaient été racontées par des médias et avaient donc mis en avant certaines dérives dans certains cas. Alors parmi les pistes envisagées par le Haut Commissariat au Plan, il y a l'idée d'abord d'élargir le SNU à 200 000 jeunes par an, donc 5 fois plus qu'actuellement. Ça c'est un objectif avec plusieurs choses pour le mettre en place, sauf que ça resterait ici bien sur la base du volontariat et c'est donc la principale limite. Si ça ne fonctionne pas pour 40 000 personnes, qu'est-ce qui fait réellement que demain il y aurait beaucoup plus de monde qui souhaiterait y participer? L'autre solution qui a été envisagée, c'est l'idée d'un retour du service militaire en France. C'est d'ailleurs une piste qui est envisagée par plusieurs pays européens en ce moment et ça fait suite notamment à la situation géopolitique mondiale. Alors en France, le service militaire obligatoire, il a été supprimé en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Sauf que, d'après le Haut Commissariat au Plan, le retour d'un service militaire pour tous, donc pour les hommes et pour les femmes pendant 6 mois, ça coûterait 14,5 milliards d'euros par an. Alors pour l'ancien ministre Clément Beaune, qui est proche d'Emmanuel Macron et qui est aujourd'hui haut commissaire au plan, il s'agit d'un coût considérable et cette solution, je cite, impliquerait des questions d'organisation très lourdes qui pourraient paradoxalement affaiblir nos armées. Fin de citation. Même son de cloche du côté d'Emmanuel Macron, pour qui le retour d'un service militaire obligatoire est une solution, je cite, ni opérante ni réaliste à court terme. Et puis au-delà de la question de l'organisation difficile, c'est en plus une option qui pourrait être
très mal accueilli par de nombreux jeunes. Pour résumer donc, et pour rester très factuel là-dessus, aujourd'hui ce n'est pas l'option visiblement qui est privilégiée par le président de la République. Une autre solution par contre qui est envisagée par le Haut Commissariat au Plan, ce serait celle d'un service militaire de 6 mois qui reposerait cette fois-ci sur le volontariat. Mais là aussi, il y a toujours le sujet du volontariat, si c'est pour qu'il y ait une grosse mise en place, tout un plan qui coûte très cher pour qu'au final très peu de gens le fassent, est-ce que réellement c'est pertinent? Autre solution, on est bientôt sur la fin avant le reste de l'actualité, mais autre solution qui est envisagée, c'est celle d'un service civil universel qui serait obligatoire pour tous les jeunes. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par un service civil universel? En fait, aujourd'hui, vous connaissez très probablement le principe du service civique. Ça permet donc de faire des missions d'intérêt général pendant 6 à 12 mois. Et ça marche plutôt bien puisqu'en 2023, c'est 88 000 jeunes qui en ont effectué. Sachant qu'une personne qui fait un service civique, elle est indemnisée, donc rémunérée en quelque sorte. Mais c'est une rémunération qui est faible, hein, c'est comme un stage puisqu'on est aux alentours de 600 € par mois. L'idée serait donc potentiellement de rendre ça obligatoire. Alors maintenant, pour combien de temps, à quel âge, dans quel cadre, etc. Tout cela n'a pas encore été acté. C'est en tout cas une option qui a été remise à l'Elysée et qui sera discutée, on peut l'imaginer, avec le gouvernement. Enfin, on peut aussi noter deux choses pour terminer. D'abord, première chose, une dernière option serait d'avoir d'abord un service civil obligatoire, donc une sorte de service civique obligatoire, avec ensuite un service militaire qui serait facultatif. Quel que soit dans tous les cas le scénario retenu, le Haut Commissariat au Plan propose de faire en sorte que tout cela soit valorisé dans les parcours scolaires et universitaires et que ce soit aussi pris en compte, par exemple, pour le calcul de la retraite, histoire que ce ne soit pas un désavantage de faire un tel service. Maintenant, vous l'avez compris, ça fait énormément débat, que ce soit sur son coût, que ce soit sur son utilité, que ce soit même, on a pu le dire, sur les dérives qu'on a pu voir sur le SNU. Dans tous les cas, ça me semble intéressant de revenir factuellement sur ce que l'on sait aujourd'hui et ce qui a été proposé. On verra quelles sont les réactions dans les prochains jours. Je vous laisse avec Elie Sarah pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en Ukraine où s'est tenu ce samedi un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens à Kiev. Le président français Emmanuel Macron, accompagné du chancelier allemand Friedrich Merz et des premiers ministres britanniques et polonais Keir Starmer et Donald Tusk, étaient présents aux côtés du chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont tenu une réunion virtuelle avec des représentants de ce qu'ils appellent la coalition des volontaires, un groupe de plusieurs pays occidentaux prêts à apporter un soutien militaire à l'Ukraine et à créer un cadre pour établir une paix durable dans le pays. Cette coalition est principalement composée de pays européens et des sommets du même type ont déjà eu lieu à Paris et à Londres ces derniers mois. Dans la journée de ce samedi, l'Ukraine et ses alliés européens ont demandé à la Russie un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer d'au moins 30 jours à partir de ce lundi. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a dénoncé l'attitude de confrontation des Européens envers la Russie sans pour autant répondre directement à cette proposition de cessez-le-feu. Les 5 dirigeants ont également eu un échange téléphonique fructueux avec le président américain Donald Trump sur les efforts en vue de la paix en Ukraine, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères. D'ailleurs, Donald Trump avait pressé ce jeudi la Russie d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours et menacé de nouvelles sanctions en cas de refus. Emmanuel Macron, qui se rend pour la 2e fois en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022, avait déclaré vendredi vouloir aboutir dans les prochaines heures et les prochains jours à un plan américano-européen de cessez-le-feu. À noter que la date de ce sommet n'a pas été choisie au hasard. Il a lieu le lendemain des commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur l'Allemagne nazie qui se sont tenues à Moscou, en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le chinois Xi Jinping ou le brésilien Lula. Comme chaque année à cette date depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine a établi des parallèles entre cette victoire lors de la Seconde Guerre mondiale et le conflit actuel sur le sol ukrainien, saluant, je cite, le courage des soldats russes qui y sont engagés. Deuxième actu, un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan a été annoncé par Donald Trump ce samedi sur son réseau Truth Social et confirmé dans la foulée par le ministre des Affaires étrangères pakistanais sur X. De son côté, l'Inde a précisé que l'arrêt des combats prenait effet à partir de 17h heure locale, soit 19h heure française. Les conditions dans lesquelles ce cessez-le-feu a été décidé sont assez floues. Une source gouvernementale indienne affirme que les discussions ont eu lieu uniquement entre l'Inde et le Pakistan, mais le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'accord faisait suite à des négociations entre lui-même, le vice-président américain J.D. Vance et les premiers ministres indiens et pakistanais, ainsi que d'autres responsables. Pour rappel, une violente confrontation militaire oppose l'Inde et le Pakistan au sujet de la région du Cachemire, une zone montagneuse revendiquée par les deux pays, après un attentat dans la région qui a fait 26 morts et dont l'Inde accuse le Pakistan d'être à l'origine, ce que le pays dément. Le conflit a fait au moins 48 morts, dont de nombreux civils. On vous en parlait en détail dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, à Jérusalem, des milliers de Palestiniens et d'Israéliens étaient rassemblés ce vendredi à l'occasion d'une conférence en faveur de la paix. Elle était à l'initiative de 60 organisations
organisations locales qui œuvrent pour une résolution politique du conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, un message du président Emmanuel Macron y a été diffusé dans lequel il affirme que la France se tiendra toujours aux côtés des bâtisseurs de paix. Lors de cette conférence, un plan de paix a été présenté par l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert et l'ex-chef de la diplomatie palestinienne Nasser al-Kitwa, qui a participé à l'événement en visioconférence depuis la Cisjordanie occupée. Ce plan, qui a été dévoilé pour la première fois l'an dernier, prévoit une solution à deux États, c'est-à-dire un État israélien qui coexiste aux côtés d'un État palestinien aux frontières clairement établies. Dans le détail, la délimitation de l'État israélien se baserait sur les frontières d'Israël au 4 juin 67, soit avant la guerre des 6 jours et l'occupation de la Cisjordanie. Seraient ajoutées à ces frontières les principales colonies juives en Cisjordanie, notamment celles autour de la ville de Jérusalem. En contrepartie, un territoire israélien de taille équivalente à ces colonies serait cédé à un futur État palestinien. Et pour la vieille ville de Jérusalem, elle serait partagée entre les deux États. Ehud Olmert a appelé au retrait des troupes israéliennes de Gaza, considérant que l'enclave devait faire partie d'un État palestinien, et a appelé à la mise en place d'une force de sécurité intérieure relevant de l'autorité palestinienne pour reconstruire la bande de Gaza sans la participation du Hamas. Pour rappel, ce lundi, Israël a annoncé un plan de conquête de Gaza, affirmant que l'enclave sera totalement détruite et prévoyant un déplacement massif des 2,4 millions de personnes qui y habitent. Et enfin, le prix le plus prestigieux du concours Lépine, qui récompense les meilleures innovations chaque année, a été décerné ce vendredi. Et parmi les 250 inventions qui étaient en lice, le gagnant c'est un casque qui permet d'amplifier les sons pour les personnes malentendantes et qui s'appelle Spokeo. En fait, c'est un dispositif composé d'un casque que porte la personne malentendante et d'un micro-cravate pour son interlocuteur. Ses inventeurs, Michael Usan, Raphaël Zakin et Jonathan Goldmick, expliquent que le son se propage à la fois de manière auditive, comme pour un casque classique, mais aussi par conduction à travers les os pour parvenir jusqu'à l'oreille interne de la personne malentendante. Spokeo est déjà commercialisé depuis quelques mois au prix de 598 €. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Pour suivre l'actualité ce week-end, rendez-vous directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.